C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Hey yo la team Rapology, on est de retour dans votre émission préférée sur les ondes de BX1. On est ensemble jusque 23h et comme tous les soirs, je suis en compagnie de l'homme le plus riche de Belgique, l'homme qui ralasse le mot mille billets, j'ai nommé Mister BMP. Yo, tu es, ça me va quoi? Tout ça pour moi, t'abuses. J'ai plus de sous, t'as tout pris frérot, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, t'as tout pris. Aucune idée. Tu sais, j'adore cette émission, la vie de ma mère. C'est une émission, regarde, j'ai derrière moi, il y a des gens derrière moi. C'est qui elle? D'où elle sort? Elle, on l'a jamais vu dans Rapology. Derrière moi, il y a des gens. Il y a d'autres gens, ils passent devant les caméras, ils savent, c'est le bordel Rapology. Vous savez qu'on est censé faire une émission sérieuse? Ouais, on est sérieux, mais ça fait partie du truc. C'est la dernière de l'année, donc tu l'as dit tout à l'heure, vendredi tout est permis. Vendredi tout est permis, je l'ai dit, mais permis pour moi, pas pour toi. Ah d'accord, ok, comme ça tu sais. Ah, t'es plutôt comme ça toi en fait. Tu connais. Alors les amis, j'espère que chez vous tout se passe pour le mieux. Je rappelle que nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux Facebook, Insta, TikTok, X. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Et puis je rappelle aussi notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. On prend vos messages, vos commentaires, vos réactions. Et si vous avez des questions pour notre invité du jour, ça se passe sur WhatsApp. Je rappelle 0460 26 20 20. Il est temps justement d'accueillir notre invité du jour. Alors vous l'avez peut-être vu à l'affiche de ce film sur Netflix qui cartonne en ce moment, Nouveau Riche. C'est un Belge, hein, au cas où si vous ne l'aviez pas remarqué. Il s'appelle Youssef Ramal et il est dans les studios. Un maximum de bruit pour lui s'il vous plaît. Putain, ça c'est un standing ovation ça bro. T'as vu, il y a du public ici. Il y a du people. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci, ça va très bien vous? Très bien, la journée s'est bien passée? Franchement, je suis éclatax, mais comment je suis éclatax? Voilà, j'ai dormi 3 heures depuis hier et j'ai vu la tête du frère, je l'ai kiffé. Je me suis dit, je vais venir. Merci frérot. Merci. Je me suis dit, je vais venir. Merci frérot. Tu sais quoi? Je te comprends. Moi aussi, j'ai dormi 3 heures. On est ensemble. On va faire ça bien. Tu sais qu'elle était même pas au courant. Elle était pas au courant du tout. Il a fait des choses dans mon dos. Et tout à l'heure, je l'entends dire ouais, ce soir dans l'émission. Et puis je dis ouais, on n'avait pas dit que la dernière on faisait soft personne. Et puis il m'a dit t'inquiète. Surprise. On finit en beauté. Tu vois, on finit en beauté. Et je suis vraiment contente de finir l'année avec toi. C'est une belle surprise en tout cas que Barclay m'a fait ce soir. Et puis tu vois ici dans l'émission, comme on est un petit peu comme dans les mariages congolais, l'invité invite. On est là. T'es invité, venu avec ton propre invité. Il s'appelle G-Cat. Comment vas-tu? G-Cat dans la maison. Et toi aussi, t'as droit à ta standing ovation. Alors, G-Cut, lui, tu nous as dit c'était un multicasquette. Donc, il est infographiste. Aidez-moi. La musique, la production. Ah ouais. On vient de sortir un livre. Voilà. Incroyable. On va en parler tantôt un peu. Et voilà, on a un multicasquette. Que des personnes intéressantes ce soir dans Rapology. Vendredi, on va terminer l'année en beauté. Et ce soir, on va commencer peut-être par, au cas où, si vous n'avez pas vu le film passer, on s'est fait une petite bande-annonce comme ça, rapide, histoire que vous puissiez situer le personnage. Et puis on revient et on discute avec nos deux invités. Mais que des barres de rire ce film. Ça a dû être incroyable le tournage quand même. Vous avez dû vous marrer. Franchement, si tu voulais participer, enfin regarder, tu devais mettre un pampers. Ah ouais, tu te pisses dessus. Franchement, on a regretté de ne pas faire un making parce que au début, on n'a pas eu l'autorisation d'avoir un photographe. Okay. Donc il filme. Et il était là en plus, hein. Et non, je sais pas, Netflix, ils voulaient pas. Tu sais bien comment ça se passe. Ils ont déconné parce que franchement, rien qu'avec les trucs là, comment ça s'appelle, les rushs et tout ce qu'on a foiré et tout, on aurait pu refaire un autre film. Un film que des barres de rire. Je te jure. Et tu vois l'acteur principal quand il arrive avec le crâne chauve là, vous avez pété de rire quand même. Bah, dis-toi que ça, c'est lui il a des veuches en dessous encore. Hein. C'était une peau. Hein. Ah ok, ils lui ont pas rasé la tête pour l'occasion. Non, c'était une peau qu'ils lui ont remis une peau. Ah non. Incroyable. Il est pas chauve du tout, c'est un putain de beau gosse lui. Ouais, non mais ça se voit. Même sur les réseaux, même dans ses attitudes, tu vois comment il met ses costards et tout, tu sens qu'il a l'habitude de. C'est pas un mytho. Ouais, c'est pas un mytho. Il fait de la publicité pour Azaro et tout. Non, il est bien. Mais là, il a fait une calboche là. Mais il a des couilles, hein, parce que moi, la vérité, j'aurais pas voulu faire. Sérieux? Bizarre. Mais gros, t'as vu, ils l'ont mis en clown et tout.
Ils l'ont roué. Mais c'est ça le métier d'acteur au final. Ouais, mais lui, il se balade en slip. Déjà, moi, je fais pas son rôle. C'est l'acteur d'En passant pécho. Vous avez vu En passant pécho? Gros, tout le film, il est en slip. Hein. Il ose. Mais j'ai envie de te dire, c'est aussi la carrière que tu as choisie et peut-être qu'un jour tu seras amené à te balader en slip pour un rôle. Après, écoute, Frangine, moi je veux dire la vérité. Maintenant, eux, c'est des Françaises, des perpètes. Eux, ils en ont rien à foutre. Eux, leur zizi, c'est comme leur ami. Ils sortent tranquilles. Ils sortent tout seuls. Ouais. Nous, on fait pas des enrôles, tu vois. Moi, j'ai des enfants et tout. Je peux pas commencer à me balader en slip dans un film. Ils vont me dire chez mes enfants, ton padre est en slip. C'est ça qu'ils raison. On peut pas faire ça. Mais ton rôle à toi, il est quand même. Enfin, après, je vais laisser Cuny développer. Mais ton rôle à toi, comme il est bien quand même, en vrai. Bah, écoute, ouais, franchement, moi, pour le film, du coup, j'ai dû prendre 10 kilos. Tu vois, pour le film, tu vois, on m'a demandé de prendre du poids. Je me dis, quand je t'ai vu arriver, je dis, ouais, il a mérité, frérot. Mais je suis un acteur, frérot, je te dis, on m'a dit prendre 10 kilos. Tu sais pas, et le gars, il a attendu 20 ans pour être acteur. Aujourd'hui, c'est un acteur. Ils me disent, ils veulent que je prenne 10 kilos, je prends 10 kilos. Et ils veulent que t'en perdistes. Incroyable. Alors, on va revenir un petit peu sur toi, sur ton histoire. Et moi, j'aimerais bien qu'on remonte très loin, qu'on découvre d'abord qui était le tout petit Youssef. Où est-ce qu'il a grandi? Bah, écoute, je vais te dire où j'ai grandi. Déjà, moi, quand je suis né, j'avais une petite barbe. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un bébé avec une petite barbe. Je suis né barbu. Déjà, mon père, il a dit, celui-là, il est spécial, faut pas le toucher. Tu vois? Et du coup, j'ai grandi dans les Marolles. Tu vois, donc moi, je suis syrien. Là-bas, je suis né à Damas. Et je suis venu en Belgique. Je suis venu à Bruxelles quand j'avais 3 ans. Et on est venu habiter en ville directement. Tu vois, donc c'était Bruxelles. Et donc, j'ai grandi dans les Marolles. Et à 9 ans, tu vois, là, à 9 ans, je découvre Bon, moi, j'allais dans une école de sœurs. Déjà, j'étais dans une école de sœurs. Tu vois, à l'école des minimes. De bonnes sœurs. Ouais, de bonnes sœurs. Ouais. Et franchement, éducation optimale. Ils nous frappaient bien comme il fallait. Non, et on tapait encore. C'était en quelle année déjà? C'était dans les années 80, 85. Donc à cette époque-là, on mettait encore des. Ils tapaient bien. Du coup, regarde, jamais de prison, même pas 24 heures de cachot, j'ai fait. Tu vois, le résultat. Incroyable, le résultat est pas mal. Pourtant, avec ma tête, je rentre pas au alibi. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, du coup, voilà, une bonne éducation, franchement, à l'époque de l'école des minimes. Et puis ensuite, il y a eu Benebi. Donc, Benebi en 89, mais vous êtes fou, qui est sorti. Et là, il m'a rendu fou, pour du vrai. Et là, t'es vraiment devenu fou. Et là, j'ai pété un câble. Je savais qu'il y avait une enroule artistique en moi, mais je savais pas comment, tu vois. Tu savais pas quoi, en fait. Exactement, voilà. Mais dis-moi un petit peu, toi, à l'école, t'étais bon, t'étais pas bon, tu bossais quand même ou t'étais en mode je m'en fous? Non, moi, à l'école, je travaillais bien. Je veux pas dire que j'étais un putain de tricheur. J'étudiais, je trichais. Mais... Comme ça, parce qu'il fallait que j'ai le maximum. Tu vois, il fallait que j'ai le maximum. Et à côté de ça, j'étais un cancre. Tu vois, j'étais là, j'aimais bien rigoler. D'ailleurs, Soeur Marie, elle me tirait toujours les cheveux parce que je faisais rigoler tout le monde, toute la classe, tu vois. Mais voilà, j'avais des bons points. D'ailleurs, bon, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon CSS, tu vois. Pas mal. 3e de classe, tire-toi du chemin, tu vois. Bon. Et du coup, voilà quoi. Donc, non, je travaillais bien. Et puis, j'ai commencé à faire du breakdance, du coup. J'ai commencé à 9 ans. Donc j'ai commencé avec Saïd Ouadrassi, que je lui fais un big up d'ailleurs, mon frérot qui a donné beaucoup d'années pour nous, tu vois. Et c'était un animateur socioculturel qui était breaker à la base aussi, tu vois. Et il a commencé à nous apprendre à faire des chorégraphies, du break, tu vois. Et on s'appelait, comment encore, break, NB, break, je sais pas, tu vois. On avait des tris militaires avec casquette militaire. Ah ouais, vous étiez vraiment... Chorégraphie. Saïd, quand il faisait un truc, à l'époque, il avait fait une pièce de théâtre qui s'appelait Ruina Fil Cousina, qui avait cartonné d'ailleurs. Saïd Ouadrassi, c'était vraiment quelqu'un qui était là. Bon, il s'est marié, il a fait des gosses et puis il en avait marre. Tu sais, tu peux pas vivre de ça ici. C'est ça le problème. La culture en Belgique. En France, tu danses, tu mets un bas collant. Tu montes sur scène, tu commences à faire des ongles comme ça qu'un ballet, t'es payé et t'es bien payé. Et ici, t'es un putain de b-boy, tu représentes bien la Belgique, même un sponsor, il te donne pas. Il y a rien. Tu vois. Et c'est vrai que toi, en tant que b-boyer, t'as eu aussi une belle exposition. Vous avez remporté quelques championnats. Vous avez quand même, mais vous n'avez pas réussi à en vivre. Écoute, malgré ça. Il y en a que. Ouais, écoute, franchement, on a été 6 fois champion de Benelux. Donc nous, on avait un groupe qui s'appelait Dynamic Rockers, tu vois. Et je leur fais un big up d'ailleurs. Et après, on a commencé on était trop, on a fait 2 groupes, c'était Easy Step Dynamics. Et voilà, on a représenté la Belgique, Battle of the Years en Allemagne, on allait en Hollande, on allait faire les battles là-bas en Hollande, on allait à Brixton Academy en Angleterre, Paris, Blahseb, on tuait Paris, Châtelet, les Halles, tu sais, on représentait vraiment, les tu vois. Les vrais endroits, ça c'est vraiment. Châtelet, si quelqu'un parle de danse et qu'il me dit pas Châtelet, c'est pas vrai. C'est que c'est pas un danseur. Non, le vrai Châtelet, c'était là-bas. Lui aussi dansait à Châtelet. Allez. Non, toi, t'es sérieux, toi, tu me mets dans la sauce.
ou quoi, frérot? Non, t'as vu à Châtelet, il y avait. Il dansait le coupé décalé à Châtelet. Coupé décalé, ça va. La tête de Wamou. Ça, je sais pas si c'est vrai. T'as vu? Je te jure, c'est vrai. Et j'ai des vidéos. Je coupe mon micro, moi, je vais vous les montrer en off. Mais il faut le dire, t'es un Français. Moi, je suis français. C'est vrai que je suis français de base. Moi, je suis français de base. Paris? De Paris même. Paris 18e. D'accord. Et ouais, non, c'est vrai que Châtelet, c'était l'endroit là où t'as vu les gens danser du logobi. Il y avait tous les danseurs, les graffeurs. Je t'ai dit logobi, coupé décalé, tout ça, c'est lui. T'as vu, c'était une période de ma jeunesse. Sans indiscrétion, t'as quel âge? Moi, j'ai 31 ans. T'as 31 ans? Ouais, 92. Frère, moi, je connaissais encore ça, tu joues avec ton caca, moi, quand j'allais là-bas. Moi, j'ai 42, hein. Ah ouais. Moi, j'ai 42, frère. Moi, je dansais avec l'Actuelle Force. Ok. Toi, t'étais dans une autre époque. Moi, je suis dans une autre époque de Châtelet. Parce qu'aujourd'hui, Châtelet, c'est encore une autre. Aujourd'hui, t'es reparti depuis récemment. Non, j'ai pu être la vérité. Retourne voir. Et tu vas voir, même moi, quand j'y vais, je dis, ah ouais, ça a changé. Genre, c'est encore une autre époque. Là, parce que toi, tu me dis, danser coupé décalé, il n'y avait pas coupé décalé, mon frère. Il y avait des caïras, des synthèses. Nous, c'était qui tournait sur la tête. Ben justement, c'était cette partie-là, nous, où l'époque où il y avait les. Ouais, où c'était le lieu là où les banlieusards et les mecs des Paname ils se croisaient. Quand ils arrivaient à Gare du Nord, ils descendaient à Châtelet. C'était la même truc. Et il y avait maintenant la nouvelle génération qui arrivait un peu, commençait un peu à danser, à truc comme ça. Et là, maintenant, c'est les TikTokers, tu vois, ça a continué avec les TikTokers et tout ça. Micro-trottoir, tout ça. Bah ouais, forcément. Ben voilà, donc on s'entraînait là-bas, on allait, tu sais, on représentait. Et honnêtement, frérot, on a donné pour la culture hip-hop, on a donné, je te jure. Pestar, lui aussi, c'est un des pionniers du hip-hop ici en Belgique. C'est le gros Big Shot, tu vois. Et c'est des années et des années de travail, tu vois. Et malheureusement, on n'a jamais aucune gratitude, rien du tout, rien, en fait, le néant, tu vois, et c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais après, j'ai l'impression que là où, ici, en France, c'est deux pays totalement différents, mais ici, en Belgique, les trucs qui n'étaient pas blancs, au final, avaient du mal à se développer et à aller chercher des budgets, à aller chercher des trucs. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti, vous? Écoute, moi, ce que j'ai ressenti, je vais te dire la vérité, je vais pas te mentir, on reste poli, bien sûr. Restons polis, toujours. Depuis le début, moi, je suis poli. Sur Fun, je suis parti en couille. Ici, je suis très light, sans sucre. Alors, je t'explique. Le problème, c'est que, voilà, notre tête, elle passe pas. Malheureusement, notre tête ne passe pas. Tu peux venir avec le talent que tu veux. Ta tête, quand elle passe pas. Et c'est ça qui est dommage. Moi, j'ai 20 ans, j'ai fait des vidéos sur Facebook, j'ai fait des millions de vues. J'étais le premier influenceur en Belgique, mais il n'y a pas d'influenceur avant. Je faisais des vidéos sur la politique, des vrais trucs, quoi, de problèmes de société. Et tu vois, c'était pas des trucs où j'étais là, je rigolais sur des vieilles qui tombent, ou bien un type, il jouait avec son caca. Je fais pas des ongles comme ça, tu vois. C'était des vrais trucs, des problèmes, des lois qui sortaient, qui n'allaient pas. Et ça, il y avait des centaines de milliers de vues, tu vois. Jamais on m'a appelé pour quoi que ce soit. Une fois, j'ai fait le journal le soir, tu vois, parce qu'ils n'étaient pas d'accord eux-mêmes avec le piétonnier. J'avais fait une vidéo, j'avais bien buzzé, tu vois, qui avait bien tourné. Et puis, peu après, c'est silence radio, tu vois. Ça c'était à quelle époque, ça, plus ou moins, ça? Ça, c'était en 2010, Pestar. 2010, okay, 2011. D'accord. Le piétonnier, il arrive en 2012, non? Ben voilà, 2012. Moi, j'ai commencé un peu avant. J'avais commencé avec une vidéo qui c'était Freddy Van Snicks. C'était un Bruxellois, comme ça, tu vois. C'était un flic, on a fait le flic un peu rascar, tu vois, qui parle un peu comme ça, tu vois. Et puis, alors, il était en train de courir derrière leur fille. Hein, je lui dis, feu, ici, tu touches, tu rentres en prison. Hein. Mais non, chez moi, on peut toucher. Tu vois, des trucs de fou. Et puis, du coup. Attends, il se rappelle encore. Non, ça c'est de l'impro, ça. Je sais pas, il y a plus de 10 ans. Et ça, c'était ma première capsule où là, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je fasse point un œuf, tu vois. Et puis, j'ai commencé à. Voilà, puis Pestar, on a commencé à me trouver un nom, Ramal Trip. C'est lui qui m'a trouvé le nom Ramal Trip. Et puis là, j'ai commencé à faire des vidéos. Et puis, ça a bien tourné. Je vais pas te mentir, ça a bien. Pour moi, tout seul, heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux. Sinon, c'était le néant. Mais voilà, là où je suis arrivé, c'est pas grâce à ça. Rien à voir encore. Ouais. C'est vraiment tout un autre. On m'a pas remarqué pour l'influence et pour les vidéos, on m'a pas remarqué pour ça du tout. Mais alors, raconte-moi un petit peu, parce que tout à l'heure, en off, tu nous as dit J-Cut, c'est le gars qui était ton cerveau, qui t'a fait toi. J-Cut, c'est mon grand frère. Mais raconte un petit peu, qu'est-ce qui t'a apporté, je veux dire, à cette époque-là, ou déjà à l'époque où tu faisais du b-boying, et puis à l'époque où tu te lances dans les vidéos, etc. Qu'est-ce que lui t'apporte? Quelle était la relation que vous aviez? En fait, Pestar, il avait toujours vu que moi, j'étais spécial. Il avait remarqué. Il me disait, toi,
Si tu te concentres, tu vas faire beaucoup d'argent. Moi, je comprenais pas, parce que Pestar, il est beaucoup plus grand que moi, tu vois. Pestar, c'était un visionnaire. Pestar, c'était un visionnaire. C'est un futuriste visionnaire, biturbo, par le du chemin. Non, mais gros, voilà, c'est pas parce que c'est mon grand frère Pestar. Je te crois. Frérot, Pestar, Wallah, c'est un artiste hors norme, mais il va à New York, il choque tout le monde. Okay. Tu vois, ici, ils sont pas prêts, ils savent pas, c'est un ovni, comme moi. Mais c'est différents modèles. Et du coup, Pestar, il me disait, écoute, concentre-toi, toi, t'es un type pour faire rigoler, tu fais rigoler. Il me dit, toi, tu dois faire, t'es un humoriste. Moi, j'avais pas capté. Tu vois, je rigolais, je lâchais des fêtes, mais j'avais pas capté que tu pouvais en faire un truc de concret, quoi. Voilà, exactement. Donc, le premier texte, Freddy Van Snicks, je l'ai écrit avec Pestar. Okay. Tu vois, on l'a enregistré chez nous au foyer de jeunes des Marolles. On a un club, tu vois, on a un studio avec tout le matériel, tu vois, et on l'a fait là. La première fois, et puis on a fait aussi des petits montages vidéo parce que je fais aussi des voix de dessins animés. Okay. J'ai fait plein de voix de dessins animés, tu t'amuses, toi, en fait. Ouais, mais tu vas kiffer, tu vas voir le truc. Je crois qu'il y a 7-8 voix de dessins animés différents sur des dessins animés. Tu faisais du lipping pour parodier un petit peu les dessins animés. On a fait 2 dessins animés qui s'appellent Les Bras Cassés. Okay. On avait pris un prix d'ailleurs. C'était quoi le prix de quoi, Pestar? Je sais pas, des prix de festival méditerranéen, festival du film de Bruxelles. Voilà, okay. À Bruxelles, du coup, ça veut dire qu'à Bruxelles, il commençait. Quand même une petite reconnaissance. Première petite reconnaissance. Ouais, mais méditerranéen, c'était encore dehors. Ouais, tu prends ton prix, mais dehors. Tu sors de la Belgique. Là, tu prends ton prix. Tu vois, donc. Non, c'était au Botanique, c'était ici à Bruxelles. Il tient à le préciser quand même. Mais dis-moi, pourquoi à ce moment-là, tu penses pas au One Man Show? Ben justement, on avait écrit le One Man Show, mais moi je le trouvais trop, il était trop violent. Mais en fait, il avait raison, Pestar. Comment ça, trop violent? Il était trop, tu vois l'humour français, c'est comme l'humour français maintenant. Il y a 10 ans. Okay. Imagine, tu ramènes maintenant un Alexandre Komenek ou bien un Atrassi. Il y a 10 ans en Belgique, tu fais un truc, frérot, ça va pas passer. Ça va pas passer. Pestar, il était trop visionnaire. Il est trop dans le futur. Il était trop pointu. Je dis, Pestar, ça va pas passer. Il me dit, c'est ça qui marche. Aujourd'hui, c'est ça qui marche. Et c'est incroyable. Donc en fait, t'aurais pu le garder au frigo pour le moment où ils sont prêts, tu vois. Mais voilà, on est passé au cinéma. On est passé à autre chose. Moi, ce que je trouve fort quand même, c'est que par rapport à tout ce qui est, on te voit. C'est un truc de fou. Je trouve quand même que malgré tout ce qui t'arrive, parce qu'il faut dire la vérité, le film, il a été, je crois qu'il est traduit 36 fois, il est numéro 1 dans 10 pays différents. Ouais. Et c'est 37 pays. 37 pays. Il fait partie du top 10 dans 37 pays quand même. Merci Cuny. Et du coup, toi, je te dis, t'as pas changé, je te connaissais pas avant, mais t'as vu, t'es venu, on s'est écrit hier, j'arrive, je suis là, quand t'es venu ici, on apprend que. En fait, il reste humble. Tu restes humble. Et même en dehors de ça, t'es avec ton frérot depuis. Et t'es là, frérot, en mode, c'est mon gars. Je le lâche up, même si là où je suis, je suis là, je viens vous voir, je fais mon truc, et il n'y a rien quoi en vrai de vrai, tu vois. Et ça, c'est un truc de fou quand même. Mais comment frérot, tu fais? Mais comment je fais? Je vais t'expliquer. C'est parce que déjà, à la base, moi, ça fait 10 ans que je fais des vidéos, donc j'ai déjà un petit peu de popularité. Tu vois, je suis déjà un petit peu connu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je faisais déjà des gens qui m'arrêtent. Comme ça. C'était pas nouveau pour toi, en fait. Pas nouveau. Sauf que maintenant, c'est à l'international, mais ça va. C'est pas comme si je t'ai pas connu, bam, puis t'exploses. Ah là, mon frère, je crois pas que je serais venu. Sérieux? Je t'aurais dit, frérot, va voir là-bas si j'y suis. Mais là, appelle mon attaché de presse. Voilà, exactement. Moi, j'ai un agent. En plus, c'est vrai, t'as vu encore pire encore. T'as vu, moi, tu m'as envoyé ton dossier de presse, je t'ai demandé tout à l'heure et tout. Et je vois le dossier de presse, t'as vu, attaché de presse et tout. Et t'as vu, en vrai, elle aurait pu faire. Ouais, t'as vu comme mon attaché de presse et tout. Même pas, il m'a tout fait en direct. Frérot, je viens, je suis là, ça va bien se passer, nickel. T'as vu, quand j'ai regardé l'équipe, j'ai dit ouais, les gars, quand même, on a quelqu'un qui est archi humble en vrai de vrai, tu vois. Et juste pour ça, j'ai envie de te souhaiter vraiment que tu ailles le plus loin possible dans ce que tu entreprends. Et on a écouté un de tes podcasts, ici même dans ces locaux-là et tout ça, où tu disais justement cette partie-là, où que c'était difficile dans la musique. Ici, on fait des émissions par rapport à la musique. Et on a aussi le même problème où les gens disent qu'ils ont besoin de s'exporter pour pouvoir réussir. Malheureusement, et c'est vrai, tu vois, nous, frérot, je vais dire la vérité, ça fait 20 ans que je stream ici, 20 ans, frérot, tu vas pas me dire que t'as pas vu mes vidéos, il y a des vidéos, ils ont fait des millions de vues, arrête de mentir, des vidéos sur la politique, des vidéos sur plein de trucs, tu vois, mais arrêtez de mentir, vous faites pas comme si vous nous avez pas vus, tu vois, j'ai été en France 1 an, on a tout baisé. Mais justement, pour revenir sur ce parcours, nous, on aimerait bien comprendre un petit peu comment est-ce que tu arrives en France, justement, toutes ces années où toi, tu fais tes vidéos, tu as envie de devenir acteur. Qu'est-ce que tu fais, justement, pour devenir acteur?
Ah bah écoute, ce que je fais, je vais pas te mentir, je fais des vidéos et des vidéos et des vidéos, et je me dis qu'un jour il y a bien un super réel qui a un peu d'humanisme en lui, qui allait capter qu'il y avait un jeune qui avait envie de déchirer le monde, et je me suis dit un jour il va voir, tu vois. Mais il a rien vu du tout. Mais quelque part, non, mais tu vois, moi j'ai quand même envie de te poser la question parce que tu fais tes vidéos, mais pourquoi est-ce que tu vas pas démarcher peut-être les réals? Voilà, c'est ça la question. Ok. Tu parles sérieux, Mareuse. J'ai envoyé j'ai envoyé des CV, j'ai envoyé pour passer des castings, tu vois. Une fois, parce qu'en fait, moi j'étais agent de sécurité dans des tournages de films, donc quand les films français ou belges tournent, tu vois, il faut des agents de sécurité qui sécurisent pour fermer les rues lorsqu'ils tournent, les places, les camions le soir quand eux ils vont dormir. Nous on reste réveillés pendant 12 heures pour sauver les camions pour qu'il y ait des vols et tout. Et moi j'ai fait ce boulot justement en espérant qu'un jour il y a un réal, il se dit mais putain il est marrant ce type, tu vois, parce que moi j'étais toujours explosif. En fait t'essayais d'être au bon endroit en fait. T'as tout compris. J'ai provoqué la chance. Tu vois ce que je veux dire? J'étais là où il faut être pour qu'un jour, tu vois, il y a un truc qui va me connecter, on va dire, tu vois. Tu peux pas rester à la maison et dire je vais devenir un acteur, tu vois. Non, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Donc il faut, tu vois, et il faut y croire, parce que je te dis, moi je dis la vérité, j'y crois beaucoup au pouvoir de la pensée. Ça veut dire que quand tu penses à un truc, frère, tu vas y arriver. Et je te jure, ça marche. T'étais persuadé que t'allais y arriver, genre en fait t'avais une réelle conviction que ça allait marcher un jour? Wallah, Mareuse, regarde Pestar. Depuis 20 ans, je ne sais pas que je vais devenir un acteur. Pestar, il était persuadé, il le disait toujours. Pestar, il m'a dit, toi, tu vas tout déchirer. Toujours. Il m'a toujours donné confiance en moi. Il m'a jamais dit de la merde. Il m'a jamais dit, non, ça va pas marcher. On t'a dit ça? On t'a déjà dit ça? Les gens, ils t'ont déjà dit, ouais, tu vas jamais arriver. Abandonne. Même moi, une de mes ex-femmes, mon frère, elle me disait, t'es un clown. Une de mes ex-femmes, t'en as eu beaucoup. Ça nous tue. Non, mais je vais pas citer laquelle. Comme ça, ça passe à laquelle. Je mélange vraiment. Big up aux ex-femmes. Voilà. Et elle me disait, t'es un clown, jamais tu vas réussir, t'as vu ta vieille tête et tout. Mais non. Sur la tête de ma mère. Mais wallah, mais franchement, moi, c'est ça aussi qui m'a nourri. Tu vois, le fait qu'on me disait non, qu'on fermait les portes, qu'on me disait non, ça va pas aller, tu vois, il faut faire de la Sorbonne, il faut aller dans une école de théâtre, il faut se battre. Voilà. Justement, ça t'a jamais intéressé, toi, de te lancer peut-être dans des études de théâtre, etc. Parce que t'as choisi un autre chemin, mais le chemin classique, ça t'intéressait pas d'aller dans cette voie-là? Écoute, je vais dire la vérité, ma soeur, moi, j'ai toujours cru en moi, j'ai su que j'avais quelque chose, sinon j'aurais fait quelque chose d'autre, tu vois, j'aurais fait de la plomberie, ou j'aurais ouvert, je sais pas moi, une discothèque, tu vois, mais j'ai toujours su que j'allais le faire. Je sais pas, il y a quelque chose dans ma tête qui me dit, tu vas y arriver, frère, t'inquiète, il faut seulement que t'attends, que tu gardes bien ton pantalon levé et tu suces pas. Et tu suces pas, moi, là où je suis arrivé, ça a pris du temps, ça m'a pris 20 ans, mais je suis arrivé avec de l'honneur, avec ma tête levée, tu vois, avec les pieds sur terre, et je l'ai fait, et je dois rien à personne en fait, tu vois ce que je veux dire? Je dois rien à personne, et j'ai gardé mon honneur, et voilà, c'était le but, tu vois, ça a pris du temps, mais alhamdoulilah, ça a payé. Et tes parents, ils... Vas-y, Kinedar, par rapport à ce fait que tu disais que tu dois rien à personne, à ce moment-là, il y a un turnover, il y a quelqu'un qui te fait confiance. Ouais. Qui te permet d'arriver du coup justement sur ce film-là, etc. Ouais. Comment ça se passe? Alors, quand j'étais dans le tournage, tu vois, Pestar, donc parce que Pestar aussi de temps en temps il bossait. Vas-y, il va t'expliquer lui. Voilà, la connexion, comme tu dis, c'est Eddie Bouchnefa. Moi, je l'appelle Eddie les bons tuyaux. Il était avec nous dans un groupe qui s'appelle La Ride de Paris, les gens ils connaissent. Et lui, il avait un tournage ici à BX, et on s'est rencontrés, on a discuté. On s'est bien connectés, on était devenus des potes. Et puis de là, je lui ai présenté Youssef. Et Youssef, il est rentré aussi dans ce milieu. Il y avait un tournage, il a commencé à rencontrer les acteurs. Et voilà, il a commencé à... J'ai commencé à faire les connexions, quoi, tu vois. Et Eddie Bouchnefa, lui, tu vois, on a eu une bonne alchimie, lui et moi. On a passé une soirée, il m'a dit, franchement, mec, t'es comme je te dis, il m'a dit, gros, tu dois faire du cinéma, frère, t'es trop marrant. Je dis, frère, y a pas. Je dis, j'ai essayé. Il me dit, quoi, y a pas, y a rien. Je dis, non, présente-moi un réal. Voilà. Et il m'a dit, écoute, je te promets, je vais te présenter un réal. Un de ces quatre, je vais te présenter un réal. 7 ans après, ils sont venus tourner En passant pécho ici en Belgique avec le réal Julien Royal. Julien Royal, qui est le réalisateur de Nouveau Riche d'ailleurs, et de En passant pécho. Donc il vient à Bruxelles et il me contacte, il me dit, Ramal, comment tu vas et tout, tac, bien et tout. Ah putain, ça fait longtemps, ouais. Écoute, je suis à Bruxelles, je tourne un film. Viens, je vais te présenter Julien Royal. J'arrive,
7 ans après. 7 ans après. J'arrive ici à boulevard Adolphe Max, dans un bar à côté des trucs des sex shops là, qui vendent des zizi en plastique. Ils vendent des tiges en plastique et tout là. J'arrive là, je rentre, il me présente Julien, je vois un gars comme si on dirait un surfeur. Je le vois. Tac, on sort, on fume une clope, on rigole, on commence à péter de rire, ça part en couille. Il dit putain, pourquoi tu m'as pas ramené plus tôt celui-là? Mais moi j'ai une question, quand tu rencontres le gars, dans quel état d'esprit t'arrives? T'arrives en mode je viens passer un entretien, ou juste on y va en mode bon pote? Je viens pour te parler, passer une petite soirée. Et voilà, comme ça tu vois le personnage. On sait jamais. Tu vois, on fait la cause. On est là où il faut être. Voilà. On essaye en tout cas d'être. Exactement. De faire ce qu'il faut. Voilà, j'étais là où il fallait être. Je l'ai vu, le type il m'a kiffé. Il a vu qu'on était éduqués, qu'on était polis, que j'étais pas un handicapé, je partais en couille. Tu vois, je suis pas violent. Tu vois, on commence pas à forcer les gens. T'aimes bien, t'aimes pas, tu vois. Et donc il a kiffé le personnage. Il m'a dit, écoute, franchement, je te veux dans Passant Pécho. Donc déjà dans le premier film, donc c'est moi qui ouvre le bal du film, tu vois. Je suis en train d'agresser un gars comme ça, et je reparle de Bruxelles. Je vais t'emmener à Bruxelles, je vais te faire tourner ta rondelle, c'est un truc de ouf là, parce qu'il me devait de l'argent dans le film. Et donc la production, elle a kiffé ma prestation, et ils lui ont dit franchement bien le gars et tout, tac. Et puis il m'a dit écoute, je suis sur un film, et je le termine dans 2-3 ans, je te rappelle, pour passer un casting. Et la patience comment on attend ça? Tu vois ce que je veux dire? Franchement, j'attends pas. T'attends pas? J'attends pas, moi j'attends rien. Il m'a dit, c'est sorti de ma tête, j'ai continué ma vie, moi je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai pas le temps, tu vois ce que je veux dire? Ça se fait, ça se fait pas. Et voilà, pendant l'été, donc pas cet été, l'été dernier, j'étais à la salle, j'étais à Basic Fit à Port de Namur, j'étais en train de faire du bench, je m'entraînais parce que bon c'est l'été, c'est bien, moi il faut... fallait le summer body, tout ça. C'était bien, tu vois, on fait attention à nous. Là maintenant il fait froid, on en a rien à foutre, on est maigre. Et donc le truc c'est quoi? C'est que il m'appelle, Julien Royal, je fais putain gang, je fais allô, ouais Julien, ouais salut Raman, ça va, tu vas bien et tout. Il me dit écoute, t'es chaud pour passer un casting? Je dis ouais. C'est combien de temps après ça? Ça 10 ans après, frère. C'est 10 ans après la rencontre avec Eddie. Tu vois, donc 3 ans après ce que j'ai vu Julien. Donc ça fait 7 ans, 3 ans. Je dis ok, il me dit samedi, donc on était jeudi, il me dit samedi, il vient passer le casting à Paris. Va, tac, je prends le train samedi, j'arrive, je vois plein de comédiens. Tu vois, au bureau, là, le bureau Shifumi Production, c'est Hugo Sélignac, c'est un gros producteur parisien. Il a fait tac de films, tire-toi, tu vas taper son nom, tu vas rester choqué. Et lui, il était coproducteur avec Netflix. Ils ont fait une coproduction, tu vois. Et donc, j'arrive comme ça, donc je vois tout le monde qui passe. Et la chance que j'ai eue, c'était de l'impro, vieux. Ah, donc il y avait pas de... On vous a pas envoyé un texte avant? Il y avait un petit texte, et puis il y avait une scène d'impro, tu vois. Ils nous demandaient ce qu'on voulait, ils nous disaient ce qu'il fallait faire, on le faisait. C'était direct pour le rôle que tu as eu? Ouais, c'était pour le rôle de Parpin. Ce rôle, ouais, il s'appelle Parpin, l'acteur, le méchant, il s'appelle Parpin Papillon. Et là, tu devais jouer un peu, parce que moi j'ai regardé le film, il est un peu teubé, tu vois, le gars, le Parpin. Ouais, Parpin c'est un gentil, tu vois, il est là. Mais c'est ça, Parpin, il joue les motifs, tu vois. Mais c'est tellement à l'opposé de ce que toi tu es. Donc comment tu rentres dans ce personnage-là? Ouais, c'est vrai, c'est ça que je te dis. Pas besoin de théâtre, pas besoin de Sorbonne. Elle est bonne. Non, ça rentre tout de suite. En fait, eux, il m'a dit voilà, Rama, je veux ce personnage-là, tu le fais comme ça, celui-là, il est bon. Tac. On a fait 3 mois quand même de préparation, parce qu'on a fait des bagarres. Moi, j'ai fait toutes les cascades, c'est moi qui les ai fait. Hein. J'ai pas voulu prendre de doublure. J'avoue, les bagarres, c'est quand même impressionnant. Quand même. Moi, quand je voyais, je me demandais. Faites, hein, ça fait limite cinéma américain, les bagarres dans le film. Mais ça a été fait en une traite. Hein. Il n'y a pas eu de coupure. Tu vois, des plans séquences. Ouais, c'est des plans séquences, hein, des plans séquentiels. Et on a fait, c'est une chorégraphie aussi. Tu vois, donc j'ai dû faire une formation de cascade chez Cuc. Donc c'était cascade. Comment ça s'appelle? Tu vas passer quoi? Une université cascade, je sais pas quoi. Ouais, j'ai dû faire une formation chez eux. Pour pas me casser la gueule, parce qu'il y avait quand même, tu tombes, tu vois, tu ramasses des pêches et tout. Et même, moi, je sais pas comment ça se passe. Je vois, il y a des bouts de verre par terre, ils sont là, comment vous tombez? Tu vois, frérot, ça lui casse la bouteille. Frérot, ça, c'est la magie du cinéma. Je peux pas commencer à rentrer dans les détails. On se parlera tu vois. Mais certes, il y avait beaucoup de bouteilles. Mais moi, je ramassais des bouteilles à la gueule. Tu vois. Et c'est aussi une chorégraphie. Donc, on a dû faire une formation. Plus la chorégraphie, on l'a travaillé avec tous les acteurs. Donc, Nassim Lies, Zoé Marshall,
Sicario du 9-2i, mon cousin qui fait le méchant aussi, tu vois. Donc voilà, donc avec tout aussi les stunts, parce que les stunts, c'est les gars que vous voyez donc qui se battent avec nous, c'est tous des cascadeurs. Hein. Ok. Des cascadeurs. Eux, c'est des pros et vous. C'est des pros de ouf, et c'est aussi les mêmes qui jouent dans les films américains quand ils retournent en France. Tu vois, c'est eux-mêmes qui jouent, tu vois. Et John Wick. Tu vois, John Wick, le John Wick qu'ils ont tourné en France, tous les stunts, c'est eux. Okay. C'est eux les stunts qu'ils ont joué avec celui qui fait Matrix. Ouais, donc c'est du haut niveau quand même. Ken Reeves. Putain, et donc, tu arrives sur ton premier film directement sur du haut niveau. Moi, j'aimerais savoir, tu dis pas besoin d'école, tout ça, machin, mais arriver sur le terrain, est-ce que tu as une appréhension et justement comment ça se passe directement, parce que c'est quand même un métier à part entière, tu vois, et vu que tu l'as jamais fait avant, comment est-ce que tu rentres dans le personnage, comment est-ce que tu t'acclimates sur un lieu de tournage? Bon, déjà, tu vois, faut savoir que moi je suis un mec qui me filme tout le temps, parce que je suis tout le temps sur Snap, tu vois, je suis suivi sur Snap, tu vois aussi, donc je me filme tout le temps, j'ai toujours une caméra devant ma gueule, donc ça me dérangeait pas, donc pour moi c'était comme s'il y avait le néant, tu vois, j'étais pas stressé, je regardais pas je fais pas des enroules de novices là qui regardent la caméra pendant qu'ils jouent, tu vois. Ça n'a pas eu ça, tu vois. Et après, bon, Julien, tu vois, il m'a dit, écoute, je veux ce personnage, je veux que tu gardes ça c'est bon, ça c'est pas bon. Là, tu surjoues, tu vois. Donc, il était aussi là pour faire quelques réglages. Et le fait qu'il soit aussi très cool, c'est un mec hyper cool. C'est pas un type qui l'a en directive. Ouais, mais non, non, t'arrêtes sinon. Non, c'est un mec super cool. À un moment donné, mon texte, j'avais un trou de mémoire de ouf. C'est lorsque je fais la scène avec Picasso. Tu vois, le mec qui a la tête toute déformée. Ouais. Tu l'as vu le film? Oui, je l'ai vu. Tu vois, quand j'ai fait putain, Picasso, t'as été voir un médecin. Tu vois, le texte, frère, j'arrivais pas à le retenir. On a recommencé, je crois, 20 fois la scène. À un moment donné, Julien, il s'est énervé, il m'a dit, mais putain, Ramal, tu retiens rien du tout. Tu vois, il m'a fait, je fais, bro, j'ai pas fait de Sorbonne, j'ai rien fait du tout, gros. Mon cerveau, il est baisé, il y a que 2 émos. Hein. Il y a pas de giga. Il y a 2 émos, je dois réfléchir tous les soirs pour faire un peu de place. Donc je lui dis, frérot, s'il te plaît. Et puis il m'a dit, non, Ramal, excuse-moi, t'as raison, voilà, respire, prends le temps, à l'aise. Je te jure, quand il a dit ça, il a été bien. Ben, la scène que j'ai fait là, ben, c'est celle-là qu'ils ont pris. Direct. Et juste après. Juste après. T'avais besoin d'être rassuré aussi un peu. Frérot, tu vois, Frangine, tu vois bien, le gars, tu vois, il y a des équipes de techniciens, il y a la pression, il y a les caméras, il fait chaud, il y a tu vois, t'as la lumière et tout, t'as plein de gens autour de toi. Et quand tu joues, personne qui parle, tu vois. Il y a quand même une petite pression, tu vois ce que je veux dire. Et surtout quand ton texte, tu vois, t'as un trou. Et que tu recommences plusieurs fois. T'as l'impression que les regards ils pèsent sur toi, comme ça en mode il déconne, tu vois. Putain, il est vraiment con celui-là. On comprend pourquoi on lui a donné le rôle de Parpaing. Hein. Ouais, exactement, c'est Parpaing, tu vois, c'est Parpaing, tu vois. Après, Parpaing, il est gentil, il a un cœur, tu vois. Après, je joue plusieurs personnages. Je joue le méchant, je joue le gentil, je joue le mec qui a de l'émotion avec les gens, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, je joue le rigolo, je joue le méchant. Tu vois, donc je joue plusieurs personnages. Et est-ce que pour rentrer dans le rôle de Parpaing, tu t'es inspiré de quelqu'un que tu as croisé dans la vie? On a tous connu un teubé comme ça, tu vois. Non, c'est pas un teubé. En fait, Parpaing n'est pas teubé. Il est malin, tu vois, mais c'est un Belge, en fait. C'est un Belge. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Moi, je te dis la vérité. C'est un Belge. Non, moi, je dis. Il est intelligent, le mec. Mais c'est un Belge. Il fait des enroules d'handicapés. Il capte pas. Tu vois, mais il est super malin, Parpaing. Tu vois, vu quand tu vas me casser la tête, j'ai trop mis l'interview. Voilà. Tu mets, et moi, je ressens quand même dans ce que tu fais, c'est que tu as quand même envie de remettre Bruxelles sur la carte à chaque fois. Ouais, je la remets parce que je veux leur montrer qu'on représente quand même notre pays, qu'on représente quand même là où on a grandi. Ouais, on va pas cracher dans la soupe, tu vois. Moi, alhamdoulilah, j'ai 4 enfants, ils vont à l'école, ils sont scolarisés, on est en bonne santé. Bon, tu vois, on a un bon petit noyau, tu vois, grâce à la Belgique, faut le reconnaître, tu vois ce que je veux dire. Et faut aussi dire que voilà, nous on est là pour ouvrir des portes. Tu vois, moi, si je peux faire ce que Jamel Debbouze il a fait, c'est le top. Moi, c'est ça que je veux faire. Donc toi, l'idée ici, c'est d'aller réussir en France pour ramener quelque chose ici en Belgique. Exactement, et je suis sûr que c'est possible. Voilà. Tu vois, si je dis là, je suis aux 3 quarts du chemin là. Ah, là, t'es déjà aux 3 quarts du chemin. Moi, ce que j'ai vu quand même, c'est vrai qu'en regardant le film, moi qui suis français, etc., j'ai regardé le film avec Uni et d'autres amis, enfin, et sa famille, pardon. Et c'est vrai, j'ai remarqué, je dis, ouais, mais toi, la manière dont tu parlais, t'es resté belge dans le film.
Tu vois Alors je sais pas si c'était une volonté de ta part ou celle du Real. Mais je te dis frère, ils voulaient un Belge dans le film. Ils avaient besoin d'un Belge. Ils voulaient que je reste le bruxellois. Parce que bien quand je dis Sicario 9-2, etc. Mais et toi tu restais, je dis mais c'est pas Cuny, je dis Cuny, je suis pas fou. T'as vu, tu disais, tu parlais à fou, tu vois t'avais les trucs et tout. Ouais, tu vois. Ça a son charme, c'est ça. Et je disais ouais non, il est belge en effet, tu vois, finalement c'est pas trompé. Et est-ce que t'as pas peur d'être enfermé dans le rôle du Belge dans tous les films que tu vas faire à l'avenir? Non, parce qu'à un moment donné, tu vois, si tu veux que j'emprunte un autre accent, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ce que tu veux. Et j'ai une élocution hors norme lorsque je parle comme ça, tu vois. Donc, j'ai vraiment pas peur. Donne-moi des textes, je les étudierai et je passerai le casting. T'inquiète pas. On peut faire un casting ici en direct du plateau? Vas-y. Enfin, mais on va faire des émotions. C'est le plus facile. Vas-y. Ok, là, je veux mon gars Youssef, mais vénère de chez vénère, parce que J-Cut, il s'est tapé ta meuf. Oh. Non, tu vois là déjà tu ça roule. Oh la dinguerie, Cuny. Tu vois déjà c'est pas des trucs chez nous, y a pas ça. Ça c'est des enroules chez vous, ça. Chez elle, frère. Je sais pas qui est ton mec qui t'a fait quoi là. Pas de vengeance. Sors-moi une tête dans la tête. Vas-y, tu sais quoi, il a mangé le dernier donut. Voilà. Allez, il a mangé le... Mais tu dois être vénère de fou. Vas-y, on va faire le vénère de ouf. Pétard! C'est quoi ce ton roule à saper? Pourquoi t'as mangé le dernier donneuse, frère? Je t'ai dit que j'ai fait un sapé! Putain, casse les couilles celui-là! Non, un sapé! Je t'ai dit au téléphone, c'est mon dernier donneuse à saper, c'est le dernier! En plus, demain c'est Ramadan, je vais manger quoi, moi? Putain! Alors maintenant, je veux que tu fasses le Jean-Charles, mais le Jean-Charles super triste, parce que sa meuf l'a quitté. Ok. D'accord. Jean-Charles. Non mais franchement, la salope, je veux dire, à un moment donné, je lui ai tout donné, tu vois. Je lui ai donné mon cœur, je lui ai donné le frigo, je lui ai donné ma caisse, tu sais. J'ai même vendu un gosse, tu vois, pour lui acheter une parure en diamant, tu vois. T'imagines jusqu'où j'ai été, et elle se retrouve avec Nestor dans le lit. Moi, je trouve pas ça cool, quoi, tu vois ce que je veux dire. Non mais franchement, voilà, tu vois, j'ai des émotions, mais ça va aller. Vas-y, on voit un autre truc. Ah, mais c'est chaud. Attends, quand même. Les gars, quand même. Tu vois, comme quoi, pour dire quand même que tu vois, c'est vrai, on parle d'études, de Sorbonne et tout ça. C'est vrai, les études, c'est important et tout. Mais comme quoi, on peut quand même réussir. Mais après, le talent, tu l'as, tu l'as pas, tu vois. Là, on peut dire quand même, on peut réussir quand on a du talent quand même. C'est exactement, voilà. Donc, c'est pas volé. C'est pas volé, frérot, c'est pas volé. Et d'ailleurs, Cuny disait, avant que tu veux. T'en as un autre ou? Ben non, moi j'ai envie qu'on continue, à discuter. C'est vrai qu'on s'amuse bien à faire des rôles. Mais... C'était intéressant. Moi, tu parlais des parents, je crois, tout à l'heure. Je sais pas ce que tu veux. Vas-y. Oui, mais après, on peut revenir dessus. Mais c'est vrai que moi, je voulais savoir tes parents, quand toi, tu rêvais d'être acteur, malgré que tu t'as fait et tout à côté, qu'est-ce qu'ils pensaient de ce type de carrière? Est-ce qu'ils t'encourageaient dans cette voie-là? Alors, je vais pas te mentir, ma mère, elle a toujours cru en moi. Tu vois, mon père, moins. Mon père, lui, voulait être acteur à l'époque en Syrie. Ah, déjà. Ouais, il m'avait déjà parlé d'une enroule où il voulait devenir acteur, et puis que son père, il n'a pas voulu, parce qu'à l'époque, tu vois, la Syrie, dans les années 70, tu sais, la télévision, c'était pour les gens pas bien. Tu vois, c'était pas bien vu. C'était pas bien vu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire des films et tout, c'était pas bien vu. Et mon grand-père, il était général dans l'armée, tu vois. Ah donc ouais. imagine l'armée syrienne, tu vois, les années 70. Et son fils, il veut être acteur. Son fils veut devenir. Tu t'encules ou quoi? Tu veux devenir clown. Tu vois. Et mon père, le pauvre, je sais pas, le fait qu'il a peut-être gardé ça en lui, tu vois. Et quand je suis sorti de son zizi, je suis sorti avec ça. À la base, je suis sorti de son zizi, tu vois. Et puis, tu vois, et peut-être je suis sorti avec ce don qu'il voulait. Et voilà, tu l'as pris. Voilà, je l'ai pris. Moi, je pense que voilà, ça peut venir de là. Puis t'as ma mère aussi qui me disait, mais pourquoi tu fais pas comme Jamel Debbouze? Bah, tu vois, elle m'a dit ça. Elle est trop mignonne. Elle croyait déjà, elle croyait quand même. qu'elle me le disait. Mais tu faisais rire à la maison, tes frères et sœurs, tout ça. Oui, moi j'ai toujours été un type. Vous êtes beaucoup d'enfants? Écoute, on est deux sœurs. Et donc il y a mes deux sœurs, une ici, une en Angleterre, et j'ai un frère. Ok. Et qu'est-ce qui... Est-ce que... Enfin, t'es où dans la fratrie d'ailleurs? Moi, je suis en dessous de celle qui est en Angleterre. Ok. Et justement, comment est-ce qu'ils ont réagi quand t'as enfin pu réaliser ton rêve? Ta famille, comment est-ce qu'ils l'ont pris? Comment est-ce qu'ils ont fait? Déjà, ils ont pas compris. Déjà, quand ils ont cru que c'était un truc fait, tu vois, ici au quartier, tu vois. Parce tu vois, l'ampleur, ils l'ont pas compris. Ils ont pas compris. Ma mère, elle l'a compris quand elle est partie en Angleterre chez ma sœur, là. Et ma sœur, elle l'a mis sur Netflix.
Tu vois, et ma mère, là, quand elle a vu que j'étais en Angleterre, elle s'est dit, ah ouais. On peut le voir en plus, c'était traduit en anglais. Oh, la dinguerie, ouais, tu vois. Donc là, elle s'est dit, ah ouais, traduit en anglais, sous-titré en anglais, tu vois aussi. Donc ma mère, elle a dit, ah ouais. Et puis ma soeur, elle a dit, écoute, le film, il est en chinois, il est en thaïlandais, il est en turc. Moi, je l'ai vu en Thaïlande, en Ching Chong. Il faut le voir, après. C'est trop fort. Franchement, trop bizarre de se voir parler dans d'autres langues comme ça. Même en turc. On dirait que tu parles japonais. Mais ouais. Non, ça c'est des trucs dans Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball Z, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça, c'est du japonais, ça. Incroyable. Incroyable. J'avoue, je kiffe. Tout à l'heure, tu nous disais que toi, tu veux faire un peu comme Jamel Debbouze. Non, c'est pas comme Jamel Debbouze. Ma mère, en fait, elle avait que ce. Elle croyait qu'il y avait que Jamel. Non, mais il y avait tout à l'heure, Ramzi, tout ça. Non, mais tu parlais du fait que, tu sais, comme Jamel, il a ouvert la porte. Oui. Dans ce sens-là. En fait, voilà, c'est vrai que Jamel Debbouze, il a ouvert les portes. Ça, c'est la vérité. C'est lui le premier. Marrakech, ça coûte cher maintenant. Ouais, ça coûtait cher. Bon, après, il a niqué son image, mais je veux dire, ouais, moi, je sais ce qui se passe. Mais je veux dire. C'est un autre débat. Je te dis, ça, c'est un autre débat. Mais je te dis, le mec, il a ouvert la porte aux artistes blancs, beurre et black, tu vois. À toute la diversité. À toute la diversité, tu vois, faut dire la vérité. Tu vois, qu'à Jamel Comedy Club, il y a plein de blacks, il y a plein d'arabes, et ça marche, et ça tourne, ça ramène de l'argent, et les Français, ils ont compris que c'était un business, mec. Tu vois, quand t'as des Doloré qui mettent de l'argent sur des gens comme ça, ils ont Bolloré, ils ont compris qu'il y a il y a de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Faut dire la vérité. Et est-ce que toi, du coup, tu te verrais faire un jour ton propre film? Franchement, ouais. Ouais, franchement, avec tout ce que j'ai fait, je pense qu'il y a moyen de faire un bon film là. Vous l'aurez entendu dans Rapologie la première fois en tout cas. Ben, avec plaisir, mon frère. Et tu seras le premier, mon ref. Mais la vérité, j'ai pensé parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses dans ma vie. Tu vois, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu plusieurs. Dis-nous un petit peu tous les métiers que tu as eu comme ça. On voit un peu par quoi t'es passé. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc important. C'est vrai parce que entre temps, il y a quand même plus ou moins 10 ans. Non, mais il y a même 20 ans qui se passe où il attend de devenir acteur. Il y a quand même un truc où, peut-être tu passes par des périodes de doute, etc. Mais tu peux aussi, tu dois vivre comme tu as des gosses, tout ça. Ah ouais, j'étais pas un branleur, frérot. J'étais agent de sécurité. Tu vois, agent de sécurité, c'était mon premier boulot, Zama, on va dire, stable. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avant ça, je travaillais en restauration, je travaillais en bâtiment. Tu vois, dans les intérims, tu vois, quand ils ont besoin d'un bouche-trou, là. Tu vois, il connaît un qui est tombé. Ouais, allô, tu peux venir boucher 2 heures, s'il te plaît? Oui, tu vois, nous, on avait faim, tu vois. Bon. Après, on a compris qu'on se faisait baiser même quand on faisait l'intérim, donc ça servait à rien de faire. Donc alors j'ai fait de la plonge, j'ai fait de la salle, j'ai fait garçon de salle, donc j'ai fait on a travaillé dans quoi aussi, j'ai travaillé dans des bureaux, dans des ventes de voitures, j'ai fait quoi encore, j'ai fait animateur, non ça c'est après ça. J'ai fait animateur socioculturel. J'étais animateur avec Pestar à l'époque, tu vois. Pestar. Tu vois, je donnais cours de breakdance, tu vois, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Après, j'ai ouvert un salon de coiffure, j'ai cartonné, j'ai ouvert un deuxième salon qui s'est fait niquer à cause du Covid, d'ailleurs. Incroyable. Ouais, j'avais ouvert un salon de lissage brésilien. Tu vois, improbable. Je te vois tellement pas faire des lissages brésiliens. Moi, je te fais des lissages de ouf, Maros. Sérieux? Moi, je passerai un de ces quatre. Mais je pense que t'as des bons cheveux. Non, moi, je fais des cheveux pour les vrais cheveux crépus, les cheveux de cul, tu vois, les cheveux qui se redressent pas. Ceux-là, là. Tu vois, les ressorts. On s'est compris. C'est pour la barbe de Pestar. Même Pestar, je crois que ça va. Même Pestar, c'est gentil, c'est brossable. Moi, c'est des trucs non brossables, tu vois l'enrôle. Incroyable. Et est-ce que tous ces métiers-là ont nourri aussi ton jeu d'acteur? Ben écoute, moi, celui qui m'a le plus nourri mon jeu d'acteur, c'était quand j'étais portier. Tu vois, parce que quand t'es portier, tu tombes sur des gens qui viennent de la lune. Le soir, c'est pas les gens du soir, c'est pas les gens de la journée. Ils viennent, ils sont rabats. Tu vois, ils sont là, il y en a qui veulent rentrer, qui partent derrière. Et je me suis entraîné sur eux. D'ailleurs, il y a une vidéo qui tourne il y a 10 ans. Ça s'appelait, c'était pas Bruxelles 1, c'était Télé Bruxelles. Ouais. Ils avaient fait un reportage sur moi, tu vois, il y a 10 ans. J'ai en plus la vidéo. Hein. Et ils sont venus chez nous au foyer de jeunes, tu vois. Et j'avais 32 ans. Et voilà, ils parlaient de ce que je faisais, des vidéos et tout. Et ils avaient mis une vidéo où j'étais portier et je faisais en même temps de l'humour, tu vois. J'étais portier, en même temps, j'étais en train de faire des sketchs. Tu vois, mais ils l'ont mis, tu vois, et j'étais humoriste portier. Incroyable. Truc de ouf, le truc improbable. De ma mère que c'est vrai, tu vois. Et dedans, dans le reportage, ils disent oui, ce jeune papa espère se lancer en grand écran au cinéma. À 30, et disait ce papa de 32 ans. Donc 10 ans après, tu te retrouves au cinéma. Je me retrouve au cinéma, tu vois.
Et je remercie d'ailleurs Télé Bruxelles, franchement, j'ai oublié ça, j'ai oublié. C'est les seuls. Mais Télé Bruxelles, c'est les seuls Télé Bruxelles, et j'ai encore, j'ai la vidéo si vous voulez, c'est les seuls qui sont venus, qui m'ont filmé dans le foyer de jeunes et qui sont venus, qui m'ont fait un petit reportage. Et voilà, franchement, BX1, shout out à BX1 qui nous ont aussi ouvert la porte ici pour qu'on puisse venir y faire Rapology. C'est vrai ce que tu dis, Cuny, parce que par rapport à ça, je pense que tu voulais transitionner là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les choses changent. Moi, ma question, je voulais savoir si t'es comme Jamel Debbouze, on revient sur ça, où tu dis que tu veux apporter quelque chose. Moi, j'ai l'impression que tu te bats. Tu es en train de te battre, tu es en train de réussir avec brio, mais quelque part, tu as envie d'envoyer un message à la Belgique en disant, les gars, réveillez-vous. Frérot, tu vois, si j'ai l'impression que c'est moi, je vais te dire la vérité, bientôt, c'est les élections. Et là, il y en a qui vont lécher des couilles. Faut dire la vérité. Pour les élections, ils ont besoin de voix. Et quand ils ont besoin de voix, t'inquiète pas qu'ils se transforment tous en tapis. Tu vois? Ok, mais c'est juste pendant 2 mois. Donc là, on est en train de les réveiller. Tu vois? Il faut vraiment que la culture hip-hop, la culture cinématographique, l'audiovisuel, cet argent-là ne doit pas aller toujours dans les mêmes ASBL où cet argent, malheureusement, il disparaît. Donc moi, j'ai jamais rien vu. J'entends rien du tout. Et alors qu'il y a des putains d'artistes. Nous, on a par exemple un artiste chez nous au quartier qui s'appelle Le Marolien. C'est un rappeur. C'est un putain de rappeur de ouf. Que tu nous rapprocheras à la rentrée. Ah ben voilà, lui il viendra, c'est un rappeur, frère, c'est un Tupac, c'est un vrai Tupac. Et j'ai pas de lumière, rien. C'est Pestar qui lui fait les enregistrements, qui lui fait ses beats et tout, tu vois. Et nous on est là, on essaie, moi je veux que ces artistes-là, ils puissent vivre de ce qu'ils font parce que ils sont faits pour ça, bro. Il est pas fait pour travailler au Lidl, il est pas fait pour aller travailler à Zaventem Carousel. Ce sont des artistes. Lui c'est un artiste, c'est un métier, frère, fait du rap. Booba, il est millionnaire grâce au rap. Et plein. 113, ils ont réussi grâce au Mokobé. Mokobé, j'étais avec lui il n'y a pas longtemps. Frère, il est bien, frère. Il est à l'aise. 113, ils ont cartonné, frère. Qu'est-ce qu'on fait en Belgique? Comment on fait pour qu'en Belgique, les choses changent? Les lignes, elles bougent un peu. Comment on fait? Ben justement, on Par fait. exemple, dans ton secteur d'activité. Il faut réussir et revenir rendre à la Belgique. Merci Frangine. Wallah, c'est ça. Faut aller réussir là-bas et venir ouvrir les portes aux artistes. Parce que quand t'es connu en France, t'es validé en France, la Belgique, frère, ça suit. C'est comme les lois. Quand la France elle pète, ici ça éternue. C'est comme ça, frère. Dans les lois, ils suivent tous. Ça suit. Faut rien attendre, quoi. Voilà, faut rien attendre. Et donc voilà. Faut se bouger. Exactement. Et nous, on essaie de faire un. Voilà, je veux que les artistes puissent vivre de ça, tu vois. Parce que c'est malheureux. Wallah que c'est malheureux. Moi, je connais des gens, ils sont mariés après, ils avaient des dons de ouf. Et franchement, ils sont mariés, ils ont fait le AP, ils se retrouvent à la Stib, il est là derrière un métro. Alors que c'était pas ça le. En rêvant de ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que Cuny, ça passerait pas par vous? En tout cas, moi, je vous mets dans l'eau. Toi, Cuny, aujourd'hui, qui est dans les médias. Youssef, aujourd'hui, t'es en train de péter. Attends, laisse-moi arriver au bout de ma chose. Toi qui es en train d'arriver. Youssef, aujourd'hui, t'es en train de faire ce que tu fais et tout ça. Damso, etc. Enfin, des artistes, etc. Est-ce que c'est pas à vous, justement, qui réussissez? Bon, là encore, c'est peut-être encore un peu trop tôt. Pour en tout cas dans vos deux cas, pour justement mettre en place peut-être des trucs par rapport au cinéma, des genres de casting, des trucs pour faire des ponts entre autres, et Cuny aussi peut-être faire plus de choses qui permettront justement à vous les gars qui êtes issus d'endroits où il y a des gens qui ont du potentiel et de pouvoir peut-être les mettre en avant au niveau de vos contacts. Écoute frérot, moi j'ai été invité par le bourgmestre là, il m'a contacté, donc j'ai été le voir il m'a félicité, bourgmestre Philippe Claus d'ailleurs que je salue. Très bon gars. Et donc, il m'a invité, on a discuté justement de ça. Tu vois, je dis, voilà, écoute, je dis, regarde, lui, il me connaît très très bien. Il me connaît très bien. C'est limite même presque un ami, tu vois, parce que il sait c'est qui rame le trip. Il te suit depuis longtemps. Il me suit depuis longtemps quand je défonce la politique. Mais lui, c'est un bourgmestre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est pas lui qui a les chevillas des trucs, c'est pas lui, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai été le voir, je dis, écoute, franchement, voilà, je lui dis, t'as vu, je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Il m'a dit, ouais, tu l'as fait, je te respecte. Donc maintenant, il m'a proposé déjà on va faire une projection en été du film en plein air. Ils vont le faire, je crois, ou bien au Cinquantenaire ou à la Grande Place. Donc déjà pour montrer, voilà, Bruxelles ce que c'est, ce qu'on fait, où on va, tu vois. Et on a parlé d'un autre truc, tu vois. On a parlé d'un sujet où, voilà, tu vois, il y a moyen de faire un truc avec des artistes, prendre un local, essayer de, tu vois, développer des choses hip-hop, tout ce qui est hip-hop, tout ce qui est théâtre. On a besoin de budget
budget en vrai. On a besoin de budget. Mais le problème, c'est quoi? C'est le budget ou c'est les connexions? C'est quoi le problème? En fait, non. Il faut savoir qu'ici, en Belgique, notre principal problème, c'est que l'État n'investit pas suffisamment dans la culture. Exactement. Et en fait, à partir du moment où l'État va commencer... Oui, il y a des sous, mais il part ailleurs. Il part pas dans la culture. Et je pense que c'est ça notre principal problème. Et je pense qu'on pourrait en faire un débat des heures. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que toi, tu as cette réelle envie d'apporter quelque chose. Et dès que tu en auras l'opportunité, tu le feras. Ben, j'espère, parce que je vais te dire la vérité. Moi, écoute, moi j'ai des enfants, moi j'ai 4 garçons, tu vois. Et pour moi, ça va pas m'étonner qu'un d'entre eux va être un artiste. Et trop que j'ai envie qu'il trime 20 ans. Ah non. J'ai pas envie qu'il trime 20 ans, quand il va perdre son temps. Au moins, papa, il a fait quelque chose. Il va dire, ouais, ça, c'est mon père qui l'a fait. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, il pourra, à 20 ans, 22 ans, devenir un putain d'artiste. Là-bas, tu vois, en France, tu vois bien les rappeurs là-bas, les cobaladés et tout. C'est des gamins, frère, c'est des jeunes. C'est ce que je raconte, c'est un truc de fou. Ils ont 24 ans, 25 ans, ils sont déjà millionnaires, frère. C'est un truc de fou. Tu vois? Et ici, ils sont encore en train de nous mettre des musiques. Je vais pas citer les noms des musiques des années 80, frérot, tu vois? Hey! Faut se réveiller, faut arrêter. Pour moi, c'est du racisme. Faut arrêter. Pour moi, c'est réel, c'est la vérité. Ça peut être que du racisme. Pourquoi tu vas pas prendre ce jeune qui a du talent? Pourquoi un mec comme moi, il doit partir jusqu'à Paris, tout baiser et revenir ici et après qu'on me lèche les pieds? Pourquoi? Tu vois, t'as pas vu, avant de partir, t'as pas vu que j'étais là, frère. Tu parles sérieux? Avec toutes les vidéos, tout ce que j'ai dit, toutes les vues parlent, frère. C'est les vues qui parlent. Tu vois, quand t'as 10 000, tu fais 35, 40 vidéos, il y en a une qui pète, ça va. Mais alors, quand t'as les 3 quarts qui pètent, frère, c'est qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tu vois, faut pas être mathématicien. Mathématicien, il est en train de partir. Donne-moi mon jus. Donnez-lui son jus, donnez-lui ça, il va chercher son jus. Vous savez quoi? C'est justement l'heure de la pub, les amis. On va revenir. On sera toujours accompagné de Youssef. On sera aussi avec son gars qui nous a ramené J-Cut. Et on parlera justement de son livre qu'il a sorti récemment. Mais ça sera juste après la pub. On est de retour dans votre émission préférée sur les ondes de BX1, ensemble jusque 23h. Je rappelle notre numéro WhatsApp 0460 26 20 20. Et nous sommes en compagnie de notre invité du soir. Il s'appelle Youssef Ramal. Vous l'avez vu à la une, à l'affiche du film Nouveau Riche sur Netflix. Et il n'a pas fini de faire péter les plateaux de tournage. J'ai l'impression que tu nous prépares beaucoup de choses pour la suite. Raconte-nous ce qui arrive. Bah écoute, là, il y a les Secpa 2. J'ai joué dans les Secpa 2 aussi, là, qui sort le 28 décembre au cinéma. C'est un film de Redouane Bougueraba, donc la famille Bougueraba. Donc à la base, les Secpa, c'était une série, puis ils ont fait les Secpa 1. Donc là, c'est Secpa au ski. Et je joue avec Moussa Maskri. Ça s'annonce bien, là, les Secpa au ski. Ouais, franchement, on a fait les avant-premières. On a fait les avant-premières à Marseille, Toulon, Nice. Lundi, je suis à Paris pour l'avant-première à Paris. Et le 20, on a l'avant-première ici au Kinépolis de Bruxelles. Et puis, ouais, il y a d'autres trucs qui vont arriver. Je peux pas en parler parce que, tu vois, sinon je vais tout dévoiler. Mais wallah, qu'il y a du lourd et il y a des culs qui vont se casser. Moi, je vous le dis. C'est chaud. J'espère que tu viendras nous annoncer tout ça ici. Ouais, mais oui, parce que il y en a qui vont regretter de pas avoir mis un billet. Ils vont regretter de pas avoir mis un billet. Moi, je mets un billet. Tu veux mettre un billet? Moi, je mets un billet. Ah, mais tu t'es en retard. Tu vois, c'est facile. Tu vois comment elle est? Mais je te connaissais pas. Il y a 20 ans, j'étais un bébé. Regarde comment ça se passe. Elle dit, je mets un billet. Frérot, elle dit, je mets un billet. Elle va me regarder. C'est combien? Ouais, en fait, je mets un billet. Enfin, je vais le prendre dans sa poche, tu connais. Ouais, ça mais je mets un billet quand même. Comme tu vois. quoi. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi de ton poteau J-Cut, parce que c'est vrai qu'il est là avec nous depuis le début de l'émission. On sent il est là, il soutient le frérot, il est là, il est posé, il rigole, il a pris les engueulades pour le donut. Il a rien demandé. Il a pris, tu vois. Mais là, on aimerait bien parler un petit peu de toi, de tes projets, parce que je vois que tu es venu avec un livre. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Voilà, ça c'est un dernier projet que j'ai fait, c'est avec mon équipe. C'est le livre Boondocks Project. C'est un livre sur le hip-hop belge, sur une histoire. Une partie de l'histoire belge du hip-hop. J'avais une discussion, je ne sais pas si tu connais Picho, et il disait qu'il trouvait que ça manquait de livres sur l'histoire du hip-hop belge, mais faut lui envoyer le livre. Ouais, je crois qu'il a déjà le livre. Il l'a déjà? Ouais, je crois qu'il a déjà. Et voilà quoi, c'est un livre de 288 pages qui raconte une partie de cette histoire, début des années 90.
De comment toi tu l'as vécu aussi, c'est sous quel angle tu attaques l'histoire? Sur l'angle du rap, tu vois, ça c'est graffiti. Ouais. Ok. Sandy, prends la story, s'il te plaît, et mets-le sur nos comptes Instagram, que les auditeurs puissent au moins retrouver. Et où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Vous pouvez le trouver sur melodiggers.be. Tu vois, c'est un site belge qui s'occupe de référencer les produits belges. C'est du vrai travail, ça. Youssef, fais-le passer à notre community manager, elle va le mettre sur Insta. On va mettre tout ça sur les réseaux sociaux. Merci. Voilà quoi. Il y a à l'intérieur, il y a une préface de Bruno Frère. Et ensuite, tu as tous les fanzines, tous les magazines. C'est l'équivalent de, je vais pas dire, c'est presque un Get Busy un peu moins cher, de l'époque belge, avec les 7 magazines, plus la préface. Et ça fait un petit 280, un petit pavé. Et comment t'es venue l'idée de faire ce livre, et est-ce que ça a été compliqué de concrétiser le projet? C'est difficile du point de vue financier. Écoutez, il faut un peu de moyens pour investir dans un livre de 288 pages en couleur avec un certain grammage de qualité. C'est vrai qu'on a des très très belles images et on sent que c'est du beau travail en tout cas. Voilà, c'est un bel objet. C'est un bel objet, voilà. Il fallait de l'objet parce que tout est virtuel. Parfois c'est bien d'avoir des objets entre les mains. Et si on n'aurait pas fait le livre, puisque ce serait perdu dans l'histoire, et il faut que l'histoire en garde une partie. Tu fais partie de ces personnes aujourd'hui qui regrettent l'époque du disque ou pas du tout? Non, moi je suis dans le futur. Mec. Okay. On t'a dit, lui, c'est une question. Il a 3 ans d'avance. Lui, il est déjà sur ce qui va se passer après le streaming. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Comment aujourd'hui tu vois, toi aujourd'hui, tu sais, on passe à l'époque du streaming, etc. Comment est-ce que toi tu le vois? Comment est-ce que tu le vis? Moi, je suis très dans la technologie. Je suis vraiment un mec qui est dans la technologie. Quand il y a eu le Serato, quand on est passé du vinyle au MP3, c'était vraiment la fête. J'étais pas les gens. Il y a des rageux qui n'aimaient pas. Ouais, on parle le vinyle. Moi, j'étais content. T'as toutes tes musiques sur une clé USB. Avant, tu dois prendre tout un bac. Tu dois avec des biscottos, prendre un taxi. C'est trop. Là, tu mets une clé USB, tac, t'as tous tes morceaux. Cool. Et maintenant, il y a beaucoup d'opportunités avec Internet, avec le Web 3.0, le 3.0. C'est-à-dire avec... parce qu'on a fait aussi une marque de vêtements qui s'appelle aussi Trill. Ouais, Trill. Et on peut nous expliquer ce que veut dire Trill, parce que c'est aussi intéressant. Trill, c'est le mélange de true et de real. Ah ouais. Authentique et vrai. Trill. Incroyable. C'est une expression qu'on utilise au sud des États-Unis. Tout ce qui est purpleisé, tout ce qui est dans cette. On sent que toi, t'as été baigné par la culture américaine avant tout. De fou. Ouais, j'avais sorti un disque à New York, en 96, 97. Incroyable. Produit par un beau label US, Fat Beats. Et puis j'ai continué toujours à faire les mixtapes, des événements, de la bouquinerie. J'ai fait des courts-métrages, j'ai produit beaucoup de courts-métrages. Et maintenant je me lance dans le textile. Je mets Trill dans la blockchain. Ok, ah ouais, quand même, en fait, t'es vraiment dans le turfu en vrai. Il y a de quoi faire au moins 2 heures d'émission avec toi, tu reviendras, dis-moi. Ouais, faut que tu reviennes. Avec plaisir. Et en plus, ce qu'on a compris, c'est aussi tes compositeurs, si je me trompe pas. Je produis la musique, je fais des DJ, j'ai fait des mixtapes qui s'appellent Syrup Spirit. J'ai fait un coffret spécial avec les 7 variantes du Syrup Spirit, avec la musique trap, le début de la musique trap jusque maintenant. Eh ben. Moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup à apprendre de toi, que tu as beaucoup de choses à nous enseigner, parce que tu as vécu pas mal des époques du hip-hop. Dans les réseaux, G-Cuts, vous allez trouver tout sur YouTube ou sur Instagram. Franchement, Sandy, moi, je lance l'invitation. J'aimerais bien que tu reviennes dans Rapology, qu'on puisse vraiment s'étaler sur toute la culture que tu as, parce que je suis sûre que tu es rempli d'histoires sur ce qui s'est passé ici dans le hip-hop en Belgique. Et on a vraiment envie de découvrir ça avec toi. Donc je te lance l'invitation ce soir, est-ce que tu l'acceptes? Avec plaisir, comme j'ai dit. Ah ben voilà. G-Cuts à la rentrée dans Rapology. Je tiens à remercier Youssef Ramal d'avoir accepté l'invitation de dernière minute. J'ai une question de finir rapidement, parce que je vois les messages qui arrivent ici sur WhatsApp, donc outre les flammes, etc. Donc déjà, t'as du public. Et la question, c'est quoi? C'est qu'on est dans Rapology, forcément par l'hip-hop, etc. Sicario. Comment ça se passe au tournage? On sent que vous avez une complicité, ça se sent directement. Vous êtes tous les deux, ça rentre dedans, bref, on capte les influences. Et comment ça se passait, votre alchimie, le tournage sur et en dehors? Quelle relation vous avez? Écoute, en fait, ça s'est passé comment? Au début, tu vois, on m'a dit, voilà, tu vas jouer avec Sicario. Moi, je dis, c'est qui ce type? Je crois que c'est un vrai type, Sicario. Tu vois, Sicario, c'est un tueur là, tu vois, favelas. Tu vois, ils m'ont dit, non, c'est Sicario du 9 de I. Je vais arrêter quoi? Signé chez Bouba.
Moi, je connaissais déjà, parce qu'il avait déjà fait un morceau avec Booba, tu vois, à l'époque. Et on m'a dit, lui, il va jouer avec toi, donc ça va être ton duo dans le film. Et puis Julien, il m'envoie son numéro, il me dit, écoute, commencez déjà à parler, commencez à vous apprendre à vous connaître. Moi, j'étais en Égypte, j'étais à Alexandrie, là, c'était en été, donc c'était juste après la salle de sport quand j'ai passé tout ça. Ouais, t'avais bien bossé, il fallait aller exposer. Je suis parti. C'est mon gars. Non, j'étais avec la famille, tu vois. Et donc, j'étais avec mes parents là-bas, j'étais avec mon papa. Et puis, donc, la production, elle me téléphone. Julien me dit, tiens, un numéro de téléphone, parle avec Sicario, je parle avec lui. Moi, au début, je me dis, c'est ben, je connais pas, tu vois. Donc, comment tu vas. Le mec, c'est un artiste. Comment tu lances la conversation? Voilà, le mec, c'est un artiste, tu vois, tout. Je vais envoyer un message, je vois le tien, il a répondu. Comme j'ai répondu, gentil, direct, je l'ai appelé, m'a dit, quand tu veux, mon ref, on a commencé à discuter. Lui, il est alsacien à la base. Ok. Il habite en Alsace. Strasbourg, tout ça. Strasbourg, tout ça. C'est loin. Sika, c'est pas un Parisien, tu vois. Donc, dédicace à Strasbourg, s'il nous regarde. Et alors, ce qui se passe, un truc, moi, je suis tout def. Moi, je te dis, j'ai dormi 3 heures. C'est pas Strasbourg. Je te dis Alsace, je te dis Strasbourg. Bois un peu de jus, ça va t'aider. Vas-y, bois du jus. Non, t'inquiète, tu t'es pas trompé. Alsace, c'est Strasbourg. On a le footeux ici, on a l'argent. Parce que moi, je suis mort dans la géographie. Je connais Paris, Marseille. Là, on a le manager, il tourne dans toute la France et la Belgique pour des joueurs. Très, très bien. Du coup, alors, ce qui s'est passé, c'est que, donc, on s'est vu, donc, on a commencé à se voir dans les répétitions à Paris. Et voilà, on était ensemble souvent, tu vois. Et Sika, c'est un frère, c'est mon ref dans le film. Tu vois, c'est vraiment mon cousin. En fait, on a tellement eu une bonne alchimie avant le tournage que dans le tournage, on se connaissait. C'était un truc de fou. Et donc, ça devient naturel. Voilà, c'est pas comme, par exemple, tu vois, on a des tournages. Par exemple, quand j'ai joué, par exemple, dans Les Secpa 2, on m'a appelé en urgence parce que normalement, c'était Ragnar le Breton qui devait faire cette scène-là avec Moussa Maskri, tu vois, qui est un super acteur de fou que je kiffe de dingue. Et c'était aussi un rêve de jouer avec lui. J'ai joué avec lui, c'est incroyable. J'ai joué avec Moussa. J'ai joué avec Moussa Maskri. Ah, il est déjà là, il est déjà. Il est pas loin. Je veux pas te dire, il est pas loin. Laisse-le encore un petit peu mijoter. Laisse-le arriver, Et alors, ce qui s'est passé, c'est que on m'a appelé en urgence, on m'a dit prends l'avion. Donc le frère de Bouguerba, Redouane, qui est Hakim, il m'appelle. Ok, le Marseillais, qui est de Marseille. Le Marseillais, qui est le numéro 1 du monde, qui a tout déchiré, voilà. Il a tout pris, il est en train de tout prendre. Et qui continue à tout prendre, s'il vous plaît. Exactement. Et son frère, là, il est en train de tout prendre dans le cinéma aussi, tu vois. Ah, c'est son frère. Mais Bouguerba, Redouane, tu t'appelles frérot. Moi, je m'appelle Rabat. Mais attends, non, mais des Bouguerba, on en a plus cher. Oh là, tout de suite. Lui, il est bon qu'à donner des billets, tu vois. Tu vois, la fête va me dire, frérot, tu m'as pas ralassé. Non, mais demande ton billet en partant, franchement, en tant qu'affaire. Franchement, s'il y a un billet, je prends. Donne ici, je te l'arrache avec tes cheveux. Alors attends, qu'est-ce que je disais? On était en train de dire que tu étais en train de tout défoncer avec le frérot de... Ouais, donc Bouguerba. Donc lui, Bouguerba, en fait, il y a Ali Bouguerba, qui est aussi un des réalisateurs du film des Secpa. Il y a Ali, il y a Hakim, et il y a Redouane, l'humoriste, et il y a aussi Hicham, avec qui je joue avec lui en donc truc. En fait, eux, ils sont vraiment... C'est la famille du talent. C'est une famille de talent, que des talentueux. Incroyable. Et c'est la France. Tu vois, ramène-nous ça en Belgique aussi, c'est justement, moi je pense que moi je suis convaincu, en tout cas dans mon ère, en tout cas moi qui suis arrivé depuis pas très longtemps, je pense qu'il y a des choses sont en train de changer en Belgique, et avec des acteurs comme vous, je suis encore une fois en train de le dire, des acteurs comme vous, chacun dans votre domaine. Et comme toi, Barclay, grâce à tes billets. Moi je suis là, même pas, j'ai pas plus de sous qu'un autre, mais tu vois, avec ce que vous faites en fait, parce que avoir de l'argent c'est une chose, mais tu vois, exploser dans un domaine dans lequel tu es, le foot, la musique, etc., vous permet d'avoir aujourd'hui l'exposition, de pouvoir parler comme tu le fais bien aujourd'hui en disant ce qui va pas, et tu le dis fermement et tout ça sans avoir peur de quoi que ce soit. Parce que là où des fois les footeux on a un peu peur, on parle pas parce que la presse, le club et tout, toi tu dis ce que tu penses. Ah frérot, c'est normal. Est-ce que c'est en passant par là, je pense. Moi j'ai rien ici, moi je fais pas de film ici. En fait on lui donne pas à manger ici. Moi je joue en France. Que j'en ai à foutre moi d'ici, je peux me lâcher. Moi y a pas un producteur. Bon, fallait pas dire ça, je te prends pas pour le prochain. Tiens, je suis à Paris, tu me veux, viens me chercher à Paris, j'ai mon agent, AS Talent. Tu tapes AS Talent, tu demandes à mon agent. C'est tout. Donc c'est pour ça que je peux parler. Mais ici, un acteur d'ici, lui-même déjà il gratte un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux qu'il ouvre la porte à qui? Il a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Il se peut pas. Mais comme quand tu es en France, tu tournes en France, tu peux te lâcher. Tu dis la vérité. Et je pense qu'on terminera sur cette question. Quel conseil tu donnes à tous ces jeunes qui rêvent comme toi de devenir acteurs?
Écoute, franchement, voilà, moi, ce que je peux leur conseiller, c'est déjà de croire en eux. S'ils ont un don et qu'ils croient en eux, tu vois, accrochez-vous les mecs. Wallah, moi, je vous dis, accrochez-vous, allez à Paris, passez des castings. Passez des castings, il n'y a personne qui va venir te donner quoi que ce soit. Moi, j'ai duré longtemps parce que je ne savais pas. D'ailleurs, il faut que j'explique ça aussi à la radio parce qu'il y a des jeunes, tu vois, qui font des albums. Frère, t'as fait un album. Mais tu crois que là, les journaux ils vont venir te dire oh, t'as fait du rap, mais donne-toi. Il n'y a personne. Il faut engager un attaché de presse, les mecs. Moi, si je fais de la télé maintenant et je fais des radios, c'est parce que j'ai engagé une attachée de presse qui est magnifique, qui s'appelle Camille, qui a le même attaché de presse que Redon Bougueraba d'ailleurs quand il vient en Belgique. J'ai engagé. Et il faut lâcher un billet, frère. Mais oui, en fait, il faut investir sur soi. Mais il faut investir sur soi. Un beau dossier de presse, c'est pro, c'est carré. Voilà, elle me fait un beau dossier de presse, elle contacte tous les journaux, les médias, tout ça. Dis-lui qu'elle nous rentre dans la liste aussi des gens qu'il faut contacter. Mais c'est elle que j'ai fait BX1 le matin là, avec la petite, c'est elle. Ok. Dis-lui qu'il faut qu'elle rentre Apology, parce qu'ici c'est gay. Mais bien sûr. Après, c'est la même maison. Donc que tu sois là-bas ici. Mais qu'elle rentre aussi Apology. Après, tu fais le matin. Et après, le soir aussi, tu reviens. Mais je veux le dire, là, je dis, mais tu vois, pour te dire, il faut. C'est ça, les frères. Vous faites un truc, vous faites des tableaux, vous faites du rap, vous faites un livre, vous faites ce que vous voulez. Vous avez terminé le produit, engagez une attachée de presse. C'est elle qui va contacter les médias et les médias ils vont prendre ou ils vont pas prendre. Tu vois, c'est ça le truc. Tu vois, il y a des médias qui ont refusé. Elle va pas me dire c'est qui, bien sûr. Tu vois, il y a des médias qui veulent pas voir ta gueule. Si elle leur dit, là, je crois que les médias. Non, mais je sais déjà c'est qui parce qu'ils m'ont pas appelé. Donc, tous ceux qui m'ont appelé, je sais qui et je sais qui pas. Tu vois ce que je veux dire? Au final, tu peux déduire par toi-même. Tu vois, donc je sais. Mais ça m'étonnait pas de toute façon. Mais frérot, c'est pas fini. Là, il y a encore des trucs qui arrivent. Ouais, mais en France. À un moment donné, mais tu connais comment à un moment donné, on va. Après, tu vois, en fait, tu sais comment tu vas arriver en Belgique avec ton propre film. Ouais, bien sûr, mais après, moi, nul n'est prophète dans son pays, comme il dit le manager. Moi, je vais te dire la vérité. Franchement, ouais, nul n'est prophète dans son pays, tu vois. Moi, je vais dire la vérité, je vais essayer. Tu vois, je vais essayer de forcer la porte. Si je vois que ça marche pas, j'ai pas le temps. Je prends mes enfants et je vais au parc Astérix. Je vais donner toute ma vie. Allez, les jeunes, allez. Moi, j'ai 4 enfants, j'en ai pas 400. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je donne. Voilà ce que je peux dire aux jeunes refs et aux russes. Tu vois, accrochez-vous. Si maintenant, ma soeur, tu rêves de devenir pâtissière, tu sais faire des bons gâteaux, ouvre une société. C'est possible. Tu peux le faire au lieu de travailler là, qui t'achète ton gâteau à 5 €, puis ils le vendent à 50 €. Non, vends-le toi à 50 €. Tu vois ce que je veux dire? T'es un rappeur, frère, t'as un album, tu l'as produit, prends un agent, tac, c'est comme ça que ça se passe. Et tout est sur Google, hein, tu tapes agent presse, tu vois, casting Paris, prenez un train, c'est aussi de l'investissement. Parce que pour partir à Paris, il faut de l'essence, t'as une voiture, t'as pas de voiture, il faut le train c'est 200 balles minimum, aller-retour, là, t'as pas encore gratté ton pète, hein. T'as rien fait du tout. Donc il faut manger, il faut boire, il faut prendre un hôtel, s'il faut prendre un hôtel, tu vois. Donc il faut investir un petit peu. Et voilà, si tu crois en toi et tu penses que tu es bon, eh ben, tu vas réussir, mon frère et ma soeur. Voilà, point final. Et moi, je retiens une chose que tu as dit tout à l'heure, c'est le pouvoir de la pensée positive, c'est d'être persuadé des choses. Ouais. Et moi, je vais même plus loin, je dis, il faut déclarer des choses pour sa vie. Et en général, c'est ce qui t'arrive. Et en tout cas, je trouve que tu as un parcours plus qu'inspirant. Merci. Et je pense que tu peux inspirer pas mal de jeunes qui nous écoutent, tu peux les motiver à réaliser leurs rêves, que ça soit dans le cinéma ou autre. Et c'était vraiment un plaisir de t'avoir ce soir avec nous. Franchement, c'était plaisir de venir, franchement. Heureusement qu'il y a des radios encore comme vous. Il y a encore, l'autre jour on m'a invité dans une autre radio. Franchement, ça fait plaisir parce que là on sent qu'il y a moyen. Tu vois, il y a moyen de débloquer, il y a moyen de débloquer et il faut continuer sur cette lancée parce que il faut qu'on serre les coudes et que les artistes qui réussissent en France, tu vois, qu'on fasse, même s'il faut faire une petite équipe, tu vois, Damso, si, ça, tu vois, un petit truc pour ouvrir la porte aux jeunes parce que bon. Faut s'unir pour. Voilà, il faut s'unir, on peut pas tout faire tout seul non plus, tu vois. Et donc voilà quoi, j'espère que ça va aller et puis on va tout défoncer, Inch'Allah. Non, mais franchement, tu vas tout défoncer. En tout cas, moi j'en suis persuadé. Merci Maros. J-Cut, j'aimerais qu'on se quitte sur un de tes morceaux. Ah ouais, Pestar. Faut que tu me donne-moi un titre à passer. Vas-y. Et là, et comme ça, on se quitte sur un de tes morceaux. Tu peux aller sur SoundCloud. Aïe, t'as pas un truc sur les autres plateformes Sur YouTube, ouais, tu peux mettre J-Cut. Sur S, c'est une plateforme qui commence par S. Une plateforme qui commence par S, c'est celle-là qui est reliée à la machine. Un peu vert et noir. Ah ouais. Tu peux mettre le marolien. Mets le marolien, tu mets le marolien. On met le marolien et on met lequel? Tout est bon, tu choisis à ta guise. Encore une petite dédicace à Houda, l'infirmière de mon fils. Houda, magnifique, merci pour tout, Houda. Voilà. C'est tout. Et ben vous savez quoi? J'ai envie de mettre La roue tourne parce que
quoi qu'il arrive dans la vie, la roue, elle tourne. Wallah, que la roue, elle tourne. Wallah. Tu sais que j'ai fait de la politique. Sérieux? J'ai fait de la politique. J'ai ramené 735 voix. Premier one shot. Mais toi, tout à l'heure, je t'ai demandé tous les métiers que t'as fait. Mais j'ai oublié ça. Il a dit trop de trucs, il a dit trop de trucs. J'étais au CDH. T'es sérieux? Je suis passé de 56e place à la 6e place. Incroyable. Bon là, avec les réseaux sociaux, tu sais bien, j'ai rien collé du tout. J'ai jamais collé d'affiche. Youssef président, moi je dis. Non, mais j'ai voulu. Mais tu vois, la preuve que j'ai voulu aider les gens dans les logements. C'est la merde des logements à Bruxelles. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est la merde. Les logements, le travail, je voulais, tu vois. Mais j'ai remarqué les gens, en vérité, tu lui dis, celui-là, il va t'enculer, faut pas voter, il va voter pour lui. C'est une belle, ça, c'est incroyable. Je suis sûr, ouais, il va te dire, ouais, t'inquiète. Et il va voter pour quelqu'un. Il va voter pour celui qui va l'enculer. Moi, qu'est-ce que je te dis, frère? Ça, c'est autre chose. Tu sais ce qu'on veut lui dire? La roue tourne, mon frère. Et c'est le Marolien dans Rapology. Et je suppose que c'est G-Ket à la prod. Non, c'est un ami. Mais c'est un ami, mais c'est la famille. C'est la famille, c'est la famille. On est ensemble. Montez le son chez vous, les amis. Et on revient tout à l'heure. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.